pas drôle parce que je peux rien faire, je peux même pas lire une recette, je peux plus manger. Salut à tous, bienvenue dans le texte. Je suis heureuse de vous retrouver et de recevoir aujourd'hui Francis Dupuy-Derry. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Je vous en prie. Alors, vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal et vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, dont Démocratie, histoire politique d'un mot en 2013, L'anarchie expliquée à mon père 2014, Les Black Blocs avec une édition révisée en 2016, si j'ai bien compris. Oui. Et là, je vous reçois aujourd'hui pour votre dernier ouvrage paru chez Lux à l'automne dernier, La peur du peuple, agoraphilie et agoraphobie politique. Alors, c'est un ouvrage qui part du constat que depuis les années 90 et la révolution zapatiste du Chiapas, les expériences de la démocratie directe ont connu un renouveau remarquable qui s'est manifesté notamment par le mouvement altermondialiste, par les événements de l'année 2011 avec le printemps arabe, le mouvement des indignés d'Espagne, le mouvement Occupy Wall Street et puis plus récemment, il y a eu le printemps érable au Québec et puis le mouvement Nuit debout en France. Bref, c'est fait sentir partout dans le monde cette aspiration à une démocratie directe qui soit vraiment égalitaire, délibérative, autogérée. Et ce renouveau, cette aspiration, bien sûr, influence les travaux universitaires et ranime un débat historique entre deux grandes tendances antagonistes que vous désignez sous les termes d'agoraphobie et agoraphilie politique. Alors, il faut déjà comprendre que l'agora, ça désigne le peuple qui se rassemble pour délibérer ou pour agir. Et donc, on aura compris que l'agoraphobie, ce sont les sentiments hostiles que peut susciter ce peuple assemblé, tandis que l'agoraphilie désignera les mouvements de sympathie, d'adhésion qu'on peut avoir pour le peuple qui s'assemble pour prendre son destin en main de manière autonome. Alors vous êtes de culture anarchiste, vous êtes résolument agoraphile et vous entreprenez de reprendre l'histoire de cet antagonisme et de défendre l'agoraphilie contre ses détracteurs, en renvoyant à ses adversaires beaucoup des accusations qui sont faites à l'agoraphilie. Quand on reproche à l'agoraphilie certaines de ses supposées dérives, le risque du régime des passions, des dérives en faction, le risque de la démagogie, vous renvoyez dos à dos toutes ces accusations en montrant qu'on peut les faire également au régime de la démocratie électorale. Alors moi, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est autour de votre choix lexical et donc conceptuel d'avoir appelé agoraphobie et agoraphilie ces deux positions politiques. En se situant du côté de la phobie et de la philia, est-ce qu'il n'y a pas un risque de réduire finalement ces deux positions politiques à des dispositions affectives, passionnelles en gros, on est dans l'amour ou dans la crainte, et du coup, ce ne sont pas des positions qui sont sensibles à l'argumentation, et alors donc, à quoi bon débattre si c'est juste des dispositions affectives? Vous voyez, est-ce qu'il n'y a pas un risque de réduire et de figer le débat dans des antagonismes irréductibles parce qu'ils sont passionnels? Oui, c'est une très bonne question, très bonne façon d'ouvrir la discussion aussi. En fait, je vais raconter un peu comment j'en suis venu à pirater la psychologie et à récupérer ce concept, puis peut-être qu'on va voir plus clairement ce que j'essaie de faire avec ce concept. Donc, en fait, tout ça, c'est issu de mon premier travail sur l'histoire du mot démocratie qui a donné lieu à un premier livre, qui était aussi avant une thèse de doctorat, où j'ai étudié, en fait, la manière dont les élites, aux États-Unis et en France principalement, un tout petit peu au Canada, mais c'est vraiment une comparaison France-États-Unis, comment les élites ont utilisé le mot démocratie dans des luttes politiques. Et en fait, mon premier questionnement, mon énigme, en fait, que j'essaie de résoudre, c'est quand on plonge dans les textes de l'époque, 18e, 19e siècle, mais surtout 18e, 17e, 18e, et d'autres auteurs l'ont fait pour la France, par exemple, Pierre Rosanvallon fait ce travail-là aussi. En fait, c'est étonnant de constater, premièrement, que ceux qu'on appelle les pères fondateurs des démocraties modernes, premièrement, qu'on voit dans leurs textes, premièrement, c'est leurs discours, leurs journaux intimes, des fois des lettres, des manifestes, etc. C'est étonnant de voir à quel point, premièrement, le mot démocratie était à peu près pas utilisé. En fait, c'était pas vraiment une référence dans le vocabulaire de l'époque. Mais surtout, c'est que quand il était utilisé, les pères fondateurs de la démocratie directe, de la démocratie, ils étaient contre la démocratie. Et donc, il y avait un double problème pour eux avec la démocratie. C'est comme ils avaient eu une éducation classique, le seul modèle auquel ça faisait référence était Athènes, donc c'est une démocratie qu'on appellerait directe aujourd'hui. Le terme démocratie directe n'existait pas à l'époque, parce que démocratie disait nécessairement Athènes, une assemblée, un agora justement, où les citoyens s'assemblent. Et donc, ce n'était pas ce qu'il proposait ni pour les États-Unis indépendants, ni pour la France républicaine.
Ils utilisaient justement le terme de république et ils voulaient évidemment un régime électoral où eux, d'ailleurs, eux-mêmes seraient les gouvernants, seraient les élus. Et donc, c'était à la fois d'un point de vue de la description et du point de vue normatif, c'était problématique. C'est-à-dire que d'un point de vue normatif, c'était péjoratif. Quand ils utilisaient le mot démocratie, c'était péjoratif. Quand ils utilisaient le mot démocratie ou démocrate, pour faire très vite, souvent je dis c'est un peu comme anarchiste aujourd'hui, c'est une insulte. Et, ça dépend qui le dit. Oui, non, mais bien sûr, mais à l'époque, il y avait très peu de gens qui se disaient démocrates et généralement les monarchistes ou les loyalistes du côté des colonies britanniques en Amérique du Nord accusaient les républicains, même modérés, d'être des démocrates. Et eux, ils disaient non, nous ne sommes pas démocrates. Oui. Et eux accusaient les mouvements populaires, égalitaristes, surtout au niveau économique, entre autres, les sans-culottes, par exemple, ou les enragés, encore pire, en France, et puis aussi des mouvements populaires aux États-Unis. Les républicains modérés les accusaient d'être démocrates. Donc, le démocrate, c'était tout le temps celui qui était plus radical, qui était plus problématique pour la cohésion sociale. Et donc, en faisant l'histoire du mot démocratie, l'énigme que j'essaie de résoudre, c'était de voir, mais du coup, puisqu'aujourd'hui on appelle la France ou les États-Unis ou le Canada des démocraties, ben, à partir de quand les élites et pourquoi les élites ont décidé d'utiliser le terme pour parler du régime lui-même. Et donc, je vous ferai pas cette histoire parce que ça, c'est l'autre livre, mais disons que vers 1830, 1840, aux États-Unis et en France, il y a quelque chose d'à peu près similaire. Évidemment, il y a des différences qui surviennent, qui est que les élites réalisent que d'un point de vue électoral, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui du marketing politique, même peut-être du populisme, c'est que d'un point de vue électoral, elles réalisent qu'en fait, se dire démocrate et parler de la démocratie, ça fonctionne pour séduire l'électorat masculin à l'époque. Et on voit dans les textes de l'époque, 1830-1840, en France et aux États-Unis, Blanqui, par exemple, pour la France, et des journaux, en période de campagne électorale aux États-Unis, le disent explicitement. C'est même pas moi qui ai fait un travail d'analyse, là, j'ai simplement retrouvé les textes qui disent le mot démocrate. Personne ne peut être élu sans se dire démocrate aujourd'hui. Mais évidemment, cette démocratie, ce n'est plus Athènes, c'est maintenant le régime électoral. Et donc, moi, en tant que commentateur ou analyste ou interprète de ce débat autour du sens du mot, moi, j'étais en déficit d'un mot pour parler d'antidémocratisme. Parce que si je disais les acteurs dont je parle sont antidémocrates, au fil du livre, on ne savait plus si antidémocrate, c'était être contre la démocratie directe ou être contre le régime républicain, puisque le sens du mot, ce qu'il décrivait, avait changé. Et c'est là que j'ai eu cette idée de prendre le terme à la psychologie de l'agoraphobie politique, parce que ce que je voulais désigner, c'était vraiment cette peur de la démocratie directe, ce qu'on appelle directe aujourd'hui. Et je me suis dit, agoraphobie politique, ça fonctionne, je pense, même s'il y a ce risque, effectivement, qu'on renvoie la posture à simplement une question d'affect, ce qui n'est pas problématique, les affects en soi, mais effectivement, ça limite un peu l'analyse et la compréhension de ce que j'essaie d'expliquer, parce qu'aussi, il y a une question de rapport de force, il y a le contrôle des institutions, c'est pas simplement une question de sensibilité non plus. Mais en même temps, quand on va dans les textes, et là, je ne suis pas dans la tête de chaque acteur à chaque moment quand il prend une position, mais il y a quand même des façons de parler de cette démocratie directe qui évoquent quand même la peur, c'est une menace. Et puis, finalement, j'en suis venu à ajouter aussi, c'est du mépris et c'est de la haine. Donc, il n'y a pas juste la peur, il y a mépris et haine du côté de l'agoraphobie politique. Mais clairement, c'est évident, et j'espère que j'ai à peu près réussi mon coup dans le livre, c'est que ce n'est pas simplement une question de sensibilité, c'est aussi dans un débat rhétorique. Donc, j'essaie de mettre une rhétorique contre l'autre, en une sorte de face-à-face. Et puis aussi, j'essaie de démontrer que tout ça, eh bien, il y a des enjeux matériels concrets. Il y a des gens qui veulent le pouvoir, il y a des gens qui veulent que le pouvoir soit en partage, il y a des gens qui veulent des institutions plus verticales, il y a des gens qui veulent des institutions horizontales. C'est vrai en politique, c'est vrai dans le travail, c'est vrai. Donc, c'est pas simplement une question de sensibilité dans notre salon ou avec des amis où on se dit « Ah, je préfère ceci » ou « je préfère... » C'est pas un choix de couleur, quoi. Et puis, si je peux juste compléter rapidement, ce que j'ai réalisé aussi, mais ça, c'est vraiment plutôt à la fin de mon travail, j'ai lu une anglaise, Sarah Ahmed, qui a beaucoup travaillé sur la question des émotions et de la politique. Malheureusement, je pense que ses travaux ne sont pas traduits en français, ou peu. Et elle a fait un travail réellement intéressant sur la question des émotions en politique, c'est qu'elle montre le caractère dialectique dialectique de chaque émotion. Donc, elle travaille par exemple sur la question du nationalisme et du racisme, par exemple. Et j'ai essayé de faire un peu ce travail, ou en tout cas d'ouvrir la réflexion à cette possibilité que si vous êtes agoraphobe, dans le sens où je l'emploie, c'est-à-dire que vous avez peur, que vous détestez ou que vous méprisez la démocratie directe, c'est aussi probablement que vous aimez, en fait, d'une certaine manière, des chefs.
vous aimez une certaine hiérarchie, vous aimez... et ça peut être et il y a différentes raisons pourquoi vous pouvez aimer avoir des chefs. Vous pouvez penser que vous pouvez être pour le communisme, ou vous pouvez être pour le fascisme, ou vous pouvez être pour la démocratie, ou pour une monarchie, ou pour une aristocratie. Il y a plein de types de chefs qui ont plein de projets différents, évidemment, mais probablement que vous pensez... Donc, aimer, c'est peut-être trop fort, c'est peut-être pas seulement aimer, mais vous pensez que c'est important, vous pensez que c'est comme ça que l'ordre fonctionne. Et à l'inverse, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que les agoraphiles, donc ceux qui sont les partisans d'une démocratie directe, ou qui sont des anarchistes, ou qui pratiquent la politique des assemblées, c'est pas simplement qu'ils aiment ou qui sont loyaux ou qui sont émus par le fait d'être assemblés ensemble, mais généralement, je pense, ils sont aussi phobiques des chefs. Ils sont aussi très critiques, même ils peuvent les détester, ils peuvent les mépriser, ils peuvent avoir une haine pour les chefs, pour la verticalité, pour la hiérarchie, etc. Donc, dans chacune des deux positions, il y a aussi, on pourrait dire, en termes affectifs, en termes d'affect, il y a son contraire. Oui, mais alors, c'est difficile pour moi de me situer. Moi, je vous ai lu d'un côté, d'un endroit qui n'est ni agoraphobe ni agoraphile et que j'aimerais décrire comme, disons, les agoraphiles sceptiques. Ceux qui désirent absolument l'horizontalité, qui font l'expérience. Moi, j'étais très investie dans Nuit debout, par exemple, mais qui reçoivent des frustrations de ces expériences politiques parce qu'elles génèrent des frustrations, des insatisfactions dont vous ne faites pas mystère dans votre texte. Et donc, qui se situe plutôt dans un désir exigeant, plus exigeant que ça avec l'agoraphilie, c'est-à-dire on voudrait qu'elle pense elle-même, l'agoraphilie, ses failles, ses écueils, les échecs qui se répètent quand même d'expérience en expérience. Et vous avez tendance à renvoyer cette critique de l'agoraphilie, enfin dès qu'on commence à dire oui mais ça va pas, on n'arrive pas à construire, on n'arrive pas à agir, hop, ah bah ça veut dire que tu es agoraphobe. Si tu es dans une position critique, en gros l'agora tu l'aimes ou tu la quittes. Et ça manque un peu, je trouve, pour moi, d'une tentative de construire la critique de l'agoraphilie, non pas à partir de l'agoraphobie, mais à partir de la reprise critique de toutes ces expériences pour élaborer un dépassement possible des échecs qu'il y a pu y avoir dans son chemin. Vous voyez, pour moi, agoraphile, agoraphobe, c'est un trop grand écart. Il y a un énorme champ entre les deux, qui est l'agoraphilie sceptique ou exigeante. Et comment vous pouvez répondre à ça? Ou l'agoraphobie participative. Parce qu'il y a tout un travail qui est fait en philosophie politique, mais aussi en politique, qui est le travail, je pense, entre autres, en France, à Loïc Blondiot, ou Yves Saint-Omer aussi, bon, ou Marie-Hélène Baquet, sur différentes façons de rendre plus participatives les institutions qu'on a présentement. Et je sais qu'il y a donc ce terrain au milieu, qui peut être abordé de deux manières. D'ailleurs, des fois, on va dire, oui, mais il faut se méfier parce que ça vient d'en haut. Donc là, les opportunités de participation, elles sont probablement manipulées par une élite qui vient un peu écouter notre point de vue, mais en fait, c'est du bluff. Ou des fois, ça vient du bas. C'est-à-dire, il y a réellement de la pression du bas et effectivement, il y a des choses qui s'ouvrent et là, on arrive avec on arrive avec des situations où on peut mobiliser, par exemple, des auteurs comme Habermas sur l'espace public, le débat public et quels sont nos espaces citoyens pour participer quand même à une discussion auquel les élites participent et auquel un agora, disons, une assemblée étudiante ou de sans-papiers pourrait participer aussi. Là, donc ça, c'est une grande espace public. Et donc, c'est vrai que moi, je présente le débat ou le conflit de façon, disons, plus schématique, plus binaire, mais c'était volontaire. Parce que je voulais montrer que du point de vue de l'agoraphilie, je pense que ce qui est important, c'est de justement garder un certain scepticisme ou une méfiance envers ces systèmes qui seraient, disons, hybrides, où il reste quand même à la fin une élite qui est celle qui va prendre la décision à la fin. Et s'il y a une élite qui prend la décision à la fin, pour moi, nous ne sommes pas dans l'agoraphilie, nous sommes dans quelque chose d'autre, mais en tout cas, clairement, on est dépossédés de notre pouvoir en commun. Il y a quelqu'un d'autre qui, à la fin, prend la décision pour la collectivité, et cette personne, on a peu de contrôle sur elle. Et c'est pour ça, par exemple, que dans le livre, je vais avoir des propos relativement plutôt durs envers les partisans de ceux qu'on appelle les nouveaux partis politiques, par exemple Podemos, où moi, je prends plutôt le point de vue critique de ces nouveaux partis en disant... Je pense qu'il faut être plutôt méfiant qu'enthousiaste. Mais j'entends qu'il y a des camarades, des amis, des collègues qui disent non, au contraire, là, il y a quelque chose de vraiment intéressant qui se passe du point de vue de la démocratie participative, par exemple, ou de l'arrimage entre politique électorale, mouvements sociaux.
moi, j'adopte plutôt le point de vue et j'essaie de montrer comment on peut voir ces phénomènes d'un point de vue plutôt critique comme... Et là, je suis pas dans la tête des acteurs. Je dis pas ils sont mal intentionnés. Moi, je les connais pas, les leaders Podemos. Là. Peut-être c'est des gens très sympathiques et plein de bonnes intentions. Mais moi, je vois ça quand même comme un processus tout de même de dépossession. D'accord. Avec une récupération par l'élite à la fin. Oui. D'accord. Et j'essaie de montrer que ça, c'est pas non plus quelque chose de nouveau. Je retourne à des vieux classiques comme Roberto Michel sur l'histoire des partis politiques, un sociologue donc très proche de l'extrême gauche au début du siècle. L'autre, le 20e, qui avait travaillé sur le Parti socialiste allemand, la social-démocratie allemande, et qui avait fait cette fameuse loi d'airain de l'oligarchie. Il dit même des leaders socialistes pour l'égalité, contre le capitalisme, critiques des institutions parlementaires. C'est curieux, mais quand ils forment un parti et quand ils aspirent à entrer au Parlement, et encore pire quand ils rentrent au Parlement, indépendamment de leur éthique personnelle, de leur trait de caractère ou de leur psychologie, c'est bizarre, mais l'institution a un impact sur leur... Oui, il y a des exceptions quand même. En France, en 1945-46, au moment où l'Assemblée est conquise par la gauche avec un parti communiste qui devient très puissant, avec un parti communiste qui est composé d'ouvriers, on va avoir des ministres communistes, dont Ambroise Croizat, qui vont faire des mesures absolument révolutionnaires au plan des institutions. Donc là, on a parfois des exemples historiques d'un parti qui parvient au pouvoir et qui continue d'épouser la cause du peuple, qui agit même dans les institutions, par les institutions, pour la cause du peuple. Donc il y a quand même des contre-exemples. C'est pas absolument systématique. De même, c'est complètement une autre histoire, mais le parcours de Victor Hugo, par exemple, à mesure... alors, pardon d'être dans la littérature française, je travaille avec mes références, mais Victor Hugo... On connaît Victor Hugo au Québec, quand même. Ouais, j'imagine bien. À mesure qu'il avance dans son parcours, et même dans une sorte de carrière politique, plus ça va aller, plus il va épouser la cause du peuple, plus il va monter dans la puissance politique, plus il va épouser donc la cause du peuple, et au fond, et finir par détester la cause monarchiste qu'il avait d'abord épousée. Proudhon même a été député. Donc, bon, il arrive... Non, mais j'entends bien. Voilà. Et je suis pas en train de dire non plus, j'espère que c'est pas ce que je dis, ou en tout cas, c'est pas ce que je veux qu'il soit entendu, que tous les partis politiques se valent. Parce que là, ça serait une sorte d'aveuglement politique. Je viens du Canada. On a eu pendant 10 ans le parti le plus conservateur des 100 ou 50 dernières années au Canada, au gouvernement fédéral à Ottawa. Et clairement, il y a des catégories de la population qui ont payé très cher ce gouvernement. Là, on a un gouvernement libéral, Justin Trudeau, qui est dans une autre approche. Et effectivement, il y a des catégories de la société civile qui bénéficient de ça. Donc, je ne suis pas en train de dire que tous les gouvernements sont de la même eau. Mais ça c'est vrai pour les régimes électoraux. C'est vrai pour les monarchies. Il y a eu des bons rois, il y a des mauvais rois. Il y a des aristocraties qui ont été plutôt... sympathiques avec leur peuple. Il y a des aristocraties qui ont été extrêmement violentes. J'imagine qu'il y a même des théocraties qui ont eu des bonnes idées en termes de politique sociale. Il y a même des dictateurs, comme Saddam Hussein. Tout le monde dit, Saddam Hussein, finalement, il était quand même plutôt... Il prenait soin de son peuple. Il a fait des logements sociaux, il y avait de l'électricité, il y avait de l'eau courante, les femmes, ça allait relativement bien. Tant qu'on n'était pas un opposant, c'était pas si mal. Donc, je suis pas en train de dire tout le monde est dans la même équipe, disons, politique. Mais je reviens avec la question qui, moi, me préoccupe dans ce livre, c'est, oui, mais au final, qui décide? Et est-ce que c'est Victor Hugo qui est sympathique au peuple ou est-ce que c'est le peuple lui-même? Et pourquoi est-ce que ce peuple a besoin que Victor Hugo prenne des décisions pour son propre bien? Pourquoi le peuple pourrait pas prendre ses propres décisions? Moi, ma question, c'est plutôt comment on fait monter l'horizontalité, l'exigence d'horizontalisme dans les institutions même. Parce que, effectivement, les formes d'autogestion, elles sont passionnantes et là, effectivement, c'est le peuple qui décide pour lui-même. Mais ces formes-là, vous admettez vous-même qu'elles ne résolvent pas tous les problèmes. Absolument. Comment on fait pour sortir du nucléaire, par exemple, en autogestion, en conseillisme? Vous voyez, c'est des formes absolument passionnantes, mais qui se heurtent parfois à une adversité d'une telle puissance. Par exemple, sortir du nucléaire, dont je pense qu'on sera assez d'accord pour dire que c'est une urgence. Ça serait une bonne idée, oui. Voilà. On sort pas du nucléaire avec des assemblées populaires. Il y a un moment, il faut avoir des institutions capables de porter cette décision-là, des institutions politiques, il me semble. Et du coup, moi, je peux pas m'empêcher de penser les choses en termes de faire monter l'horizontalisme dans les institutions. Par exemple, les élus, les empêcher de s'accaparer le pouvoir avec un système de mandat impératif, qui est une formidable expérience du conseillisme, par exemple. Mandat impératif, révocabilité, rotation des charges, mandat court. Vous voyez, il y a plein de... L'horizontalité pourrait venir mettre plein de verrous à la verticalité, à un niveau de pouvoir, l'État, dont on a besoin pour agir sur certaines des problématiques auxquelles on se heurte, sortir du capitalisme, sortir du nucléaire, par exemple. Vous voyez? Est-ce que c'est cette projection-là
faire monter les vertus de l'horizontalité dans les structures verticales du pouvoir? Est-ce que c'est pas un projet à quoi l'anarchisme devrait travailler? Ben, les anarchistes, ils travaillent à ce qu'ils veulent. Hein. Oui, il y en a plusieurs qui ne travaillent pas et c'est très bien pour eux, tant mieux pour eux. Oui, non, mais pardon, la théorie anarchiste n'aurait pas... Mais moi, je ne vais pas dire ce que les anarchistes doivent faire, ça serait probablement mal vu. Mais moi, si on me demande qu'est-ce que je pense que des anarchistes ou des anti-autoritaires devraient... comment ils devraient se positionner par rapport aux questions que vous soulevez, qui sont des questions... évidemment compliqué, le nucléaire par exemple. Ou le capitalisme. Hein. Et le capitalisme ça va marche ensemble. Ici en tout cas ça marche ensemble, même si évidemment il y a des régimes qui n'étaient pas capitalistes qui ont eu le nucléaire aussi, mais moi je pense pas que j'espère que l'État n'est pas la seule solution. Déjà que c'est l'État qui vous a mis des réacteurs nucléaires sur toute la France, donc peut-être que l'État peut évidemment changer d'avis au sujet du nucléaire. Le nucléaire c'est très compliqué parce qu'évidemment on est pris avec ça pendant probablement 10-15 000 ans, ben, on sera mort, mais c'est des milliers d'années. Et donc, je pense pas qu'aujourd'hui, on va trouver le type de régime qui va nous permettre de sortir du nucléaire, parce que probablement que pendant les 5, 10, 15 prochains 1000 ans, il va y avoir plusieurs types de régimes qui vont se succéder. Peut-être qu'il va y avoir des crises majeures où il y aura plus de régime dans certaines régions d'Europe, par exemple, et il va y avoir des catastrophes parce que simplement, on a ouvert quelque chose là, qui va être ingérable au fil des générations. Donc moi, je prétends pas ici que la démocratie directe est la solution pour le nucléaire, mais je sais pas pourquoi on penserait que c'est l'État qui est la solution pour le nucléaire non plus. Parce que l'État qu'on mettra en place, qui serait plus participatif peut-être, que dans 150 ans, il sera plus participatif, puis dans 300 ans, il n'existera plus de toute façon, parce que le nucléaire, il va nous détruire à long terme. Là, c'est un truc, on a ouvert quelque chose qu'on n'est pas capable de gérer. La philosophie politique n'a pas beaucoup de solutions pour le nucléaire, je pense. Ouais. Et je pense qu'il n'y a personne qui en a, parce que l'histoire est trop longue. Et donc, comment on peut prévoir l'évolution des sociétés et des régimes politiques sur des milliers d'années? C'est quelque chose d'impensable, à moins de s'appeler Adolf Hitler qui pense qu'il va avoir un Reich pour 1000 ans, ou les pharaons, ou je sais pas qui, mais on pense que nos régimes électoraux aujourd'hui sont éternels. Ils ont 150, 200 ans. Ils vont survivre encore combien de temps? On n'en sait rien. Peut-être 500 ans, 1000 ans. Probablement pas 10 000 ans. Ce serait une première dans l'histoire de l'humanité. Ouais. Et donc, je sais pas comment on règle la question nucléaire. Mais ce qui est sûr, c'est que je suis pas naïf. Je sais bien qu'un groupe d'affinités peut pas prendre en charge de manière autonome une centrale nucléaire et commencer à gérer sa mise au rencard. Ça, je suis conscient de ça. Il y a d'autres problèmes. Mais moi, on m'a pas convaincu que c'est l'État qui est la solution, parce que l'État, jusqu'à maintenant, il fait plutôt partie du problème. C'est lui qui a créé le problème. Et évidemment, on me rétorquera, et même si c'est plus participatif, ou même si on change d'élite, je sais pas si c'est là qu'on abolit le capitalisme. Et donc, sur l'abolition du capitalisme, laissons de côté le nucléaire pour lequel je n'ai pas de solution. Je suis désolé, ça aurait été un bon scoop. Dommage. Donc, pour le capitalisme, comment qu'on fait? Pour le capitalisme, moi, je reviens avec la bonne vieille tradition conseilliste, qui dit... conseilliste, donc, le qui conseillisme... dit, c'est pas on ne va pas demander à l'État d'abolir le capitalisme. Je suis retourné lire le bon vieux Lénine pour voir qu'est-ce qu'il disait de tout ça. C'est assez intéressant. Et c'est les solutions de Simone Veil, Pennecock, bref, tous les conseillers, Castoriadis aussi, qui étaient dans cette lignée, qui dit... on n'a pas besoin d'attendre qu'une institution hors du marché ou hors de la production vienne nous émanciper par une nationalisation, par exemple, mais en fait, on a déjà les moyens, nous, de prendre le contrôle et de ce qu'on appelle l'autogestion, quoi. Et je dis pas que demain matin, c'est possible en France ou en Angleterre ou aux États-Unis, parce qu'évidemment, il y a des forces politiques qui sont pas tout à fait d'accord avec cette solution. Pas tout à et fait. Qui vont pas, c'est pas juste un débat qui a raison, qui a pas raison. Mais moi, je pense que la solution, elle est quand même plutôt de ce côté. Alors là, on vient de parler pas mal de l'État qui fait partie du problème, et donc c'est pas vers l'État qu'il faut se tourner. Vous représentez toujours l'État comme une donnée absolument surplombante et complètement extrinsèque à l'extérieur du peuple. Il y aurait une espèce de séparation, et vous contestez toutes les analyses qui voient au contraire une espèce de continuité et même au fond d'identité entre le peuple et l'État. Vous décrivez comment, là où il y avait par exemple dans les villages médiévaux en France un fonctionnement autogestionnaire, le mot est un peu anachronique, mais au fond c'était ça, il y avait des assemblées délibératives, et puis peu à peu l'État
L'État va peu à peu parachuter dans les communautés, là je vous cite, des représentants de son autorité, préfets, etc., qui vont imposer leur volonté alors que le commun sera lentement mais sûrement privatisé. Plus loin, vous contestez Frédéric Lordon quand vous dites « Lordon prétend que le vrai réservoir de la souveraineté n'est nulle part ailleurs que dans la multitude elle-même. » Et pour moi, c'est deux éléments qui vont ensemble, c'est-à-dire vous voyez toujours l'État comme une force extrinsèque qui va venir capturer le pouvoir et priver le peuple de sa puissance, et vous refusez les analyses qui vous disent mais attention, la puissance de l'État, elle n'est que ce que la multitude veut bien lui accorder. Les forces de puissance de l'État, ce sont tous les agents qui exécutent le pouvoir de l'État, par exemple la police. Entre autres, la police, c'est jamais que du peuple mis au service de l'État. Avec un uniforme. Avec un uniforme et une arme. Et donc, est-ce qu'on peut vraiment séparer comme ça l'État et le peuple? Est-ce que vous récusez complètement le fait que, par exemple, la police ou les intermédiaires qui nous sont envoyés, ou par exemple nous, vous êtes enseignants, je le suis aussi. Tout à fait. Dans quelle mesure sommes-nous le peuple ou l'État? Il y a plein d'endroits de porosité entre le peuple et l'État qui rendent cette séparation radicale un peu problématique. Oui, mais j'ai une proposition qui est peut-être pas élaborée tout à fait précisément dans ce livre, mais qui est élaborée ailleurs dans un texte sur la notion d'intersectionnalité, qui est tout un autre débat qui vient des féministes afro-américaines des États-Unis, entre autres, un peu de l'Angleterre aussi. Bref, l'intersectionnalité, c'est cette idée qu'il y a il n'y a pas juste un système de classe, donc capitalisme, la bourgeoisie et les travailleurs, les salariés, prolétariat, mais il y a aussi le système de classe, donc il y aurait la classe des hommes, la classe des femmes, par exemple, pour le faire vite, classe de sexe, quoi. Et il y a le système raciste, et dans l'intersectionnalité, on peut ajouter d'autres catégories qui sont aussi dans des rapports inégalitaires. Et moi, j'essaie d'ajouter, je propose d'ajouter, en fait, disons, ce qu'on pourrait appeler les classes politiques, deux classes politiques, la classe des gouvernants et la classe des gouvernés. Et effectivement, dans la classe des gouvernants, même si évidemment tout le monde n'a pas le même pouvoir entre le premier ministre, un haut fonctionnaire, un chef de police, un petit policier, un facteur et un enseignant de lycée, je dis nous faisons partie, et je m'intègre là-dedans, dans la classe étatiste qui vit, je sais que c'est tout à fait incorrect de dire ça aujourd'hui à gauche et à l'extrême gauche, mais qui vit quand même des taxes et des impôts, entre autres. Donc vous êtes un agent de l'État, vous êtes un anarchiste agent de l'État. Quand je suis en classe, je ne suis pas anarchiste, je suis un enseignant. Premièrement, en plus, je paye mes impôts qui financent l'armée canadienne, la police canadienne, qui subventionne des grandes compagnies. On dit tout le temps, l'impôt, c'est bien parce que ça subventionne, ça finance les écoles et les services publics. Mais en fait, si on regarde l'assiette fiscale où l'argent va, on finance aussi beaucoup d'opérations et d'institutions avec lesquelles on n'est probablement pas tellement d'accord. Dont la guerre, dont les grandes entreprises, etc. Le nucléaire, j'imagine bien, entre autres aussi, bon, tout ça. Et donc, moi, je considère qu'il y a cette classe gouvernementale qui vit par l'État, qui est l'État. Donc, l'État, il n'est pas pour moi c'est pas une institution abstraite, c'est des gens. Il y a des gens, et en fait, au cours du 20e siècle, l'humanité, en tout cas occidentale, qui va exporter d'ailleurs ce modèle, devient vraiment soumise à l'État plus que jamais. Les rois au Moyen-Âge avaient un pouvoir ridicule par rapport à une capacité de contrôle absolument ridicule de leur population. Ils connaissaient même pas leur population, de toute façon. Il n'y avait pas de recensement, il n'y avait pas de fichiers, ils n'avaient aucune idée. Il y avait des débats un peu surréalistes, à savoir le royaume de France, est-ce que c'est 10 millions, 20 millions, 50 millions contre l'Angleterre? Mais en fait, ils bluffaient, ils n'avaient aucune idée de leur propre population. Il n'y avait pas de ministre des Cultures, il n'y avait pas de ministre du Sport, il n'y avait pas de ministre de l'Éducation, il ne s'occupait pas de la santé, il ne s'occupait de rien, en fait. Et on arrive au 20e siècle où, en fait, l'État, c'est probablement des millions de personnes. C'est vraiment impressionnant. Et ça s'infiltre dans toutes les sphères de vie, quoi. Et donc, la question pour moi, c'est pas de savoir est-ce que l'État est quelque chose au-dessus de la société, et donc il y aurait les humains et une nation ici, mais en fait, c'est que l'étatisme divise la société en deux catégories, deux classes, disons, politiques. Il y a ceux qui vivent pour et par le gouvernement et l'État, et il y a ceux qui y sont soumis. Et dans l'État, évidemment, ceux qui ont par définition le plus de pouvoir, c'est ceux qui prennent réellement les décisions collectives, c'est ceux que j'ai appelés soit le monarque élu et son aristocratie élective, donc l'Assemblée nationale dans le cas de la France. Et le monarque élu, c'est le président.
Et c'est quelque chose de très étonnant, d'ailleurs. On peut se demander, c'est bizarre ce truc-là, que les républiques, quand elles se débarrassent de la monarchie, elles se nomment un président. C'est étrange. Elles décapitent le roi, elles se disent, ben, on va avoir un président. Ah, ben, c'est bizarre. Pourquoi vous auriez pas si vous voulez absolument une assemblée d'élus, pourquoi vous auriez pas, je sais pas, 500 élus? Bon, vous faites envoyer un diplomate parler à Poutine parce qu'il faut quelqu'un qui aille parler à Poutine, mais pourquoi entre vous, vous avez besoin de nouveau... C'est plus un roi, c'est un président, mais en fait, il a beaucoup plus de pouvoir que... Au XXe siècle, le président français aujourd'hui a beaucoup plus de pouvoir que le roi en avait dans avant. La monarchie absolue? Oui, absolument. Ouais. Mais alors... Donc, c'est des êtres humains. Ouais. C'est pas simplement quelque chose d'abstrait. Mais effectivement, je le pense comme étant une force, une classe qui... C'est ce que Étienne de la Boétie appelait les manches-peuples. C'est ceux qui vivent du peuple. Mais ils vivent du peuple par la machine étatique. Et donc, il y a la fiscalité, il y a les impôts, il y a le contrôle du territoire, ce qui est nationalisé. C'est eux qui contrôlent aussi les institutions publiques, qui sont pas... C'est pas du commun, les institutions publiques, c'est public. Il y a le privé, il y a le public. Le privé, c'est ce qui appartient au privé. Le public, c'est ce qui appartient à l'État. Souvent, on pense que ça nous appartient en tant que citoyens et citoyennes, mais en fait, ça appartient à l'État. Et puis, au Moyen-Âge, il y avait ce qu'on appelait le commun, qui était géré en commun et qui appartenait réellement à la communauté paysanne, par exemple. Ça existe beaucoup moins maintenant. Mais donc, vous contestez le fait que cet État tire sa force de la multitude. Ah oui, voilà. Donc, là, sur ça, vous n'avez pas répondu. Pourtant, ce qui fait que ça tient, c'est qu'en effet, la multitude, soit y consent, soit y prête ses forces. Hein. Tout à fait. Donc ça, c'est... Frédéric Lordon en parle. Il s'inspire entre autres d'Étienne de la Boétie. Donc Frédéric Lordon dans Imperium, à quoi on avait consacré une émission. Oui. Mais il y a d'autres. Souvent aussi, les partisans de la désobéissance civile vont dire il s'agit de cesser d'obéir et en fait, le système ne fonctionne plus. Et le problème, par exemple, Étienne de la Boétie ne dit pas tout à fait ça. Il dit effectivement, dans son fameux livre Le Contre 1 ou La servitude volontaire, il y a différents titres, là, mais disons La servitude volontaire, vous vous rappelez, son étonnement, c'est, on est au 16e siècle, si je me rappelle bien, et il dit je comprends pas comment dans le royaume de France, un individu arrive à imposer sa volonté à la multitude, quoi. Il dit, c'est absurde. En plus, des fois, il dort, non, mais réellement, on pourrait... C'est d'ailleurs, Hobbes disait ça, il dit, le problème, c'est que n'importe qui doit dormir à un moment donné, même le plus fort est vulnérable au plus faible qui peut l'assassiner. Et donc, Étienne de la Boétie avait un certain nombre d'explications, l'endoctrinement par la religion, l'habitude, le manque d'imagination, on n'arrive pas... Puisqu'on est né dans un système où il y a toujours eu un roi, on n'est pas capable d'imaginer le royaume de France autrement. Et puis la servitude volontaire, c'est qu'on lui sert. C'est qu'on le sert volontairement. Mais dans l'interprétation que Frédéric Lordon en propose, entre autres, il oublie quelque chose d'important, c'est que ce que la Boétie dit aussi, c'est qu'on ne fait pas juste servir le roi, c'est que le roi nous a proposé un système de hiérarchie, et on sert le roi parce qu'on sait que dans ce système-là, il y a des gens qui nous servent en dessous. Et c'est un système pyramidal. Et en fait, le roi, il n'est pas tout seul en haut. Le roi a 10 lieutenants qui savent qu'ils vont servir le roi, mais en échange, eux peuvent commander aux autres. En dessous, et ça descend comme ça jusqu'en bas de la pyramide. Et donc, en fait, c'est un système extrêmement inégalitaire où presque tout le monde est le subalterne, mais aussi a du pouvoir sur les autres. Et c'est parce que tout le monde y tire un avantage. C'est pas simplement... un serment de loyauté, je te déclare que je vais te servir, que ça tient. Et puis en fait aussi, ce que Étienne de la Boétie dit qui est très important, il dit, et je reviens à l'expression que j'ai nommée tout à l'heure, il parle de mange-peuple. Et dans l'idée de mange-peuple, ce que la Boétie nous dit, c'est, il dit, oui, le roi prend son énergie, sa force du peuple, mais il la métabolise, il la digère, il a des termes très forts, il dit, il pille le peuple. Et il dit, il viole ses filles, il envoie ses fils à la mort. Et donc, c'est pas simplement que les sujets du roi de France lui donnent sa puissance en lui obéissant, c'est qu'ils sont détruits dans ce processus-là par le monarque. Je pense que je donne l'exemple dans mon livre, je dis, si je suis carnivore, si je mange un lapin, évidemment, d'un point de vue ésotérique, on pourrait dire que le lapin continue à vivre en moi. Mais je pense que c'est pas le point de vue du lapin. Mais le point de vue ésotérique, c'est vrai que sans le lapin, je ne vis pas. Et c'est
en mangeant le lapin que je vis. Ouais. Mais ça serait intéressant d'avoir l'avis du lapin. L'avis du lapin. Parce que je pense que le lapin, lui, va dire, ben, peut-être que ça marche en théorie, mais en pratique, je suis mort. Et les mange-peuples de la Boétie, c'est ça. C'est que oui, le peuple permet au roi d'être puissant, parce qu'effectivement, le roi de France tout seul, il est rien. Mais le peuple n'existe pas à travers le roi. C'est le roi qui existe. Bien sûr. C'est le roi qui existe, c'est le roi qui est puissant. Et le peuple, il est dépossédé, en fait, dans ce processus. Ouais. Alors, on a évoqué... Juste pour terminer, si je peux ajouter une touche sur cette question du peuple qui donne sa puissance aux dirigeants, on trouve ça aussi chez des auteurs qui sont pas des représentants de la pensée démocrate, des monarchistes comme Hegel ou Thomas Hobbes. Hegel, entre autres, va dire des choses vraiment similaires, mais à cette époque-là, il parle de la monarchie, il parle des rois, il ne parle pas de notre régime électoral. Et ils disent ça, mais dans ma tête, il me semble que ça ressemble quand même à quelque chose qui ressemble à un discours de légitimation du pouvoir. Oui, bien sûr. Parce que c'est bien pour le pouvoir de dire, ben, vous savez, c'est par moi que vous existez, et c'est par moi que vous pensez, c'est par moi que vous parlez, et c'est par moi que vous agissez. C'est moi qui vous donne votre forme de sujet politique collectif. Hegel dit ça, Hobbes dit ça, Thomas Hobbes disait ça, parce que sans moi, vous n'êtes qu'une multitude d'individus épars et isolés, atomisés, mais par le fait que moi, je vous représente, vous devenez un sujet collectif politique qui est capable d'agir, c'est-à-dire faire la guerre, principalement pour Hobbes, et penser, parler et agir. Parce que sans représentant, vous n'êtes rien comme sujet politique. Mais ça, c'est une pensée monarchiste et pour moi, c'est un discours de légitimation du pouvoir absolu. Ouais. Et qui est évidemment c'est un bluff. Et puis c'est très agoraphobe, indiscutablement. Oui, ben évidemment, je ne suis pas d'accord. Là. Bien sûr. Ça, on a compris. Alors, du coup, on a eu l'occasion de faire allusion à ce que j'appelle la querelle Lordon. Dans votre texte, il y a plein de mentions de Frédéric Lordon et en fait de son texte Imperium. Beaucoup de renvois, de rappels à son texte. Dans une position assez antagoniste, vous situez Lordon du côté d'une agoraphobie sophistiquée. Alors que, j'avoue que je ne peux pas voir, moi, dans la proposition théorique de Lordon, une agoraphobie, dans le sens où je lui vois le même objectif que vous, c'est-à-dire à la fin des fins, ce qu'il faut, c'est de l'horizontalité. L'horizontalité comme idée régulatrice, c'est ça qu'il propose. C'est même un titre de sa conclusion, un des chapitres de la conclusion de Imperium, c'est l'horizon de l'horizontalité. Ce vers quoi il faut tendre, c'est l'horizon de l'horizontalité. Vous en êtes bien d'accord, c'est vers ça qu'il faut tendre. J'ai du mal à comprendre. Est-ce que vous croyez vraiment que Lordon serait un agoraphobe et donc votre adversaire politique, ou est-ce que vous construisez une espèce de mise en scène de l'altercation pour produire les effets de la dialectique, c'est-à-dire une conversation un peu percutante. Et rebondir. Voilà, exactement. Parce que moi, pour avoir beaucoup travaillé son texte, je n'y ai pas vu l'agoraphobie que vous détectez, et je suis étonnée que vous en fassiez à ce point un adversaire, alors que je crois que vous convergez en termes d'objectifs. En plus, les deux bouquins se ressemblent terriblement, c'est la même couleur. Mais je suis content que vous posiez la question. En plus, je sais bien, en venant ici, je savais bien que je venais voir les amis de Frédéric Lordon. J'ai vu que qu'il a déjà été assis ici même, c'est le même fauteuil. À quelques reprises. Et donc, je m'attendais à la question. Donc, pour la petite histoire, des fois, il faut dévoiler le travail des coulisses, parce qu'un livre, c'est beaucoup de travail. Et on pense souvent qu'il y a seulement celui dont le nom est sur la couverture qui a travaillé, mais en fait, il y a d'autres personnes qui travaillent beaucoup. Donc, ce livre, ça a été une production assez longue. J'avais remis un manuscrit à Lux Éditeur environ un an et demi avant qu'il sorte. Ils me l'ont envoyé en disant il y a du travail à faire. Donc, j'ai retravaillé avec l'aide de mon éditrice Marie-Ève Lamy, qui le livre doit vraiment beaucoup. Et pendant cet entre-deux, disons, je suis tombé donc sur les livres de Frédéric Lordon, mais en fait par l'entremise d'une discussion dans, si je me rappelle bien, la revue Ballast sur son interprétation des zapatistes par... C'est Jérôme Bachet, exactement, je crois. C'est Jérôme Bachet qui a contesté les interprétations. Et donc, un des éléments que mon éditrice soulevait et un autre ami à qui j'avais fait lire la première version du manuscrit m'avait dit « C'est bien, mais c'est très historique. On est beaucoup dans le 18e, 19e, et ça serait intéressant d'avoir... la mise à jour. Une discussion avec est-ce qu'il y a des agoraphobes politiques aujourd'hui? Donc, premièrement, et là je tombe sur le livre de Frédéric Lordon, et deuxièmement aussi, ce qui était important pour moi, je pense que ça paraît dans le livre, j'espère en tout cas, c'était de montrer que l'agoraphobie politique, ce n'est pas juste une nouvelle proposition pour le débat droite-gauche,
Ah oui, mais c'est de montrer qu'en fait, oui. il y a de l'agoraphobie aussi à gauche. C'est pour Bien ça sûr. que, par exemple, mon chapitre sur les conseils ouvriers, c'est un débat presque uniquement entre personnes d'extrême gauche, Lénine et compagnie, et les conseillers, bon. Et là, autour des nouveaux développements, Podemos, Nuit debout, Les Indignés, etc., il y a des acteurs et des actrices intellectuelles comme Chantal Mouffe, par exemple, aux États-Unis, Nancy Fraser aussi. Et là, du coup, Frédéric Lordon, sur qui je suis tombé entre les deux versions du manuscrit. Et effectivement, je ne me présente pas et ne prétends pas comme un exégèse de l'œuvre de Frédéric Lordon. Je suis tombé sur son livre Imperium, c'est ce que j'ai lu. Et son livre Imperium, ce qui est très intéressant pour moi dans la discussion que je propose, c'est qu'en fait, il ouvre son livre en annonçant son objectif dans ce livre-là, en tout cas, en disant j'interpelle de manière critique ce qu'il appelle la pensée libertaire, ou en tout cas la pensée horizontaliste, et leur rejet de l'État et leur aveuglement par rapport à l'impossibilité de sortir d'une certaine verticalité dès qu'on est en société. Verticalité qui toujours revient. C'est pas qu'on peut pas en sortir, Exactement. c'est qu'elle fait retour. Non, c'est ça, exactement. Elle fait retour dans toutes les expériences, même les plus horizontales qui soient. C'est une sorte de vérité implacable, sociale et anthropologique, disons, de l'humanité. Mais donc, comme ce que j'ai compris de la proposition de Lordon, c'est pour lui d'attaquer, disons, des amis ou des alliés ou des camarades qui seraient ceux qui portent ce qu'il appelle la pensée libertaire, horizontaliste. Je me suis dit, bon, ben, ça rentre parfaitement dans le débat que j'essaie de présenter. Et clairement, pour moi, en tout cas dans ce livre-là, il m'apparaît entrer dans la catégorie, disons, de l'agoraphobie politique, mais de gauche, évidemment. Je sais très bien qu'il est très critique du capitalisme, il est aussi critique des élites, il est critique de la... Donc, je ne mets pas... Comme je dis, là, c'est pas tout... Ils ne sont pas tous dans le même, campement. Oui, enfin, je crois que c'est un agoraphile sceptique plus qu'un agoraphobe et qu'il ne s'agit pas d'attaquer les libertaires, mais de les dégriser, comme il dit. C'est-à-dire, attention, comment travaillez-vous sur ce qui, de l'État, fait retour dans tous les groupes, même les plus informels, de l'État, c'est-à-dire de l'institution, de la verticalité, reprend forme sous la forme du leader, sous la forme des règles qu'on se donne. Parce qu'il a une définition de l'État qui est très vaste. En fait, bien vu. Voilà, l'État, c'est dès lors que de l'institutionnel, c'est-à-dire de la règle, même non dite. Une règle qui s'impose au groupe, elle fait imperium, et ça y est, c'est de l'État. Oui. Et n'importe quel groupe qui tient, en effet, ne tient que parce qu'il obéit aux règles qu'il s'est données, que Lordon identifie comme de l'État, vous voyez. Et donc, c'est pas être agoraphobe que de décrire ce phénomène d'une reverticalisation, d'une verticalisation résurgente, vous voyez. Je crois pas que ce soit un adversaire, en réalité, c'est un partenaire critique, il me semble. En fait, je pense qu'on aurait une discussion probablement assez intense sur nos différentes façons d'aborder les choses, parce qu'il y a quand même des enjeux de méthode. Ouais. Donc, premièrement, c'est son droit, il fait ce qu'il veut, de toute façon, par définition. Bien sûr. Lui-même a une posture, malgré un travail de sophistication philosophique et un travail d'abstraction et un style avec lequel je pourrais avoir des problèmes, mais bon, ça c'est son style. Il a quand même des mots assez durs, que je cite d'ailleurs d'entrée de jeu. Je dis oui, ben il est quand même un peu méprisant pour la pensée libertaire ou la pensée horizontale. Il dit qu'il y a un aveuglement, c'est une pensée à la truelle, c'est etc. Oui, etc. non, c'est ceux qui disent que penser l'État, c'est aimer l'État. Ils supportent pas cette confusion. Ceux qui disent qu'ils aiment l'État, ça, ils les traitent en effet d'imbéciles de demeurer. Oui. Mais c'est pas les anarchistes qui sont des imbéciles de demeurer. C'est ceux qui disent que puisque Lordon pense l'État, alors c'est qu'il aime l'État. Et son texte consiste à dire, c'est pas parce qu'on le pense qu'on l'aime. Oui, voilà. Mais après ça, c'est pas tout le temps si clair que ça, parce qu'il y a il y a un élément peut-être plus important que ces qualificatifs pour moi qui est un différent, c'est il a aussi tout un passage où il rejette, et ça c'est une question de méthode et de validité aussi, de la méthode, tout ce qui est le travail de l'anthropologie qui va voir du côté des communautés sans État, donc Pierre Clastre et les anthropologues comme David Graeber, etc., les peuples autochtones, etc., en disant ça c'est une sorte de passéisme folkloriste et ça apporte pas grand-chose à la philosophie politique aujourd'hui. Or, moi, vous aurez compris, en lisant le livre, que j'ai une approche diamétralement opposée. C'est-à-dire, moi, je pense, en fait, au contraire, qu'il y a énormément de choses à sortir de cette histoire, de l'anthropologie et de l'histoire, pas juste chez ce qu'on appelle les peuples indigènes en Amérique ou en Afrique, mais aussi dans le Moyen-Âge médiéval, par exemple. Et ce que je dis aussi, c'est que
Frédéric Lordon, et je ne dis pas qu'il fait exprès, mais il a une sorte d'illusion postcoloniale, c'est qu'il dit aussi, en plus, tout ça, ça n'existe plus, alors que nous, au Canada, on sait que ça existe encore. En fait, il y a des intellectuels et des militants dans la tendance traditionnaliste des Autochtones, chez les Mohawks, par exemple, comme Gérard Taillé et Alfred. Ben, c'est des militants dans des communautés encore vivantes aujourd'hui, ou dans leur communauté autochtone, ben, ils ont deux tendances, avec deux modes de gouvernance qui sont souvent en conflit d'ailleurs. Celle du conseil de bande imposé par l'État canadien dans la loi des Indiens à la fin du 19e siècle, et la tendance traditionnaliste. Ces êtres humains, biologiquement, ils existent encore. Là, c'est pas quelque chose qui n'existe plus dans l'anthropologie historique. Si on voulait dire que l'histoire n'est plus importante aujourd'hui, ben là, on a un problème parce qu'eux, ils sont encore là. Et donc là, on a un désaccord vraiment, je pense, de fond, Frédéric Lordon et moi, sur où on va tirer nos inspirations, comment on réfléchit les possibilités aujourd'hui, et philosophiques et politiques de l'horizontalisme. Et puis après, il y a cette question qui est évidemment tout à fait importante et que j'essaie de ne pas nier, même si évidemment je prends le point de vue de l'agoraphilie politique face à l'agoraphobie politique, c'est l'idée qu'il ne faut pas non plus se leurrer. Je ne sais pas de faire croire, j'espère, que la démocratie directe ou l'anarchie, c'est quelque chose qui fonctionne parfaitement et ça fonctionne toujours bien et qu'il n'y a pas de conflit et qu'il n'y a pas en fait des gens qui ont plus d'influence que d'autres, etc. J'en suis bien conscient. Lui, c'est quelque chose qu'il va regrouper sous le terme d'état général. Un terme philosophique qu'il propose. État général avec un E majuscule, oui, hein, attention, exactement. État Il général. dit c'est pas l'État, c'est l'État général, c'est son concept pour parler de verticalité, entre autres, etc. Bon, j'ai un problème avec ce concept-là, mais c'est pas nécessaire d'élaborer ici nécessairement à ce sujet-là. Mais moi, je dis, mais clairement, les militants, militantes, parce que ça vient souvent de ces réseaux-là, disons, féministes radicales ou écologistes radicaux, ou les anarchistes ou les altermondialistes de la dernière génération, disons, mais ils sont obsédés par cette question-là, ils le savent, ils ont plein de réflexions, et j'étais pas à Nuit debout, vous y étiez, donc peut-être que vous le savez mieux que moi, et peut-être que j'ai pas bien compris ce qui s'est passé, mais il me semble qu'il y avait une commission sur les pratiques, il y avait une commission, il y avait des rituels, etc. Il y a dû avoir plein de débats sur les hommes, les femmes, qui prend plus la parole, combien de temps, etc. Et moi, en tout cas, l'expérience que j'en ai de ces groupes, c'est qu'ils sont loin de s'illusionner sur la facilité de fonctionner de manière horizontale et au contraire, ils sont généralement obsédés par ça. Absolument. Et ils ont plein de rituels, méthodes, procédures qui des fois fonctionnent pas, hein, d'ailleurs. Des fois fonctionnent un peu. Et la fin de mon livre, c'est justement là-dessus que je m'intéresse plutôt que de voir est-ce qu'il faut ajouter de la participation ou des espaces participatifs dans l'État. Par exemple, j'ai préféré aller voir du côté des pratiques et dire il y a des solutions qui elles-mêmes apportent des fois d'autres problèmes et qui sont travaillées de façon compliquée. Donc, je parle par exemple de la non-mixité, toute la question de la non-mixité pour les groupes subalternes, femmes, groupes racisés, etc. Comment on peut penser la non-mixité, est-ce que ça fonctionne pas, sur quelle base, etc. La question de la prise de décision par consensus. Donc, comment ça se fait? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est vraiment ce qu'on entend généralement par consensus? Est-ce que c'est autre chose? C'est quoi les avantages et les désavantages? La question du mandat impératif. Ouais. Donc, le mandat impératif, c'est que ces groupes, ils savent bien que des fois, il faut déléguer quelqu'un parce qu'il faut aussi fonctionner à grand ensemble, en fédération, en réseau, en coalition, en alliance. Mais c'est pensé, ça, c'est pensé depuis des centaines d'années. Et ils y pensent et ils ont des propositions de solutions avec des exemples historiques qui ont fonctionné ou pas fonctionné. C'est comme ça que j'ai proposé plutôt que, je dis pas que Frédéric Lordon ne dit que ça, mais plutôt que de dire, oui, mais il y a une sorte de fatalité qui va toujours avoir de la verticalité. Ils disent, ben oui, ils le savent. Et la preuve, c'est qu'ils ont ces différentes propositions, expériences pour essayer de ramener ça à l'horizontalité. Ouais. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on redécouvre toujours ces propositions, ces expériences pour surmonter les difficultés qu'il y a dans l'horizontalité. En fait, on les réapprend à chaque fois à partir de zéro, en fait, dès lors qu'on est engagé dans une expérience autogérée. On arrive avec nos idéaux d'horizontalité, d'égalité, de liberté, et rapidement on constate que de l'égalité, pas tellement, on pourra rentrer dans le détail, de la liberté, pas tellement non plus, on pourra rentrer dans le détail si vous le souhaitez. Et du coup, on souffre un peu de ne pas avoir été prévenu davantage par, je sais pas, j'en reviens à la question de la production théorique anarchiste. Je suis un peu frustrée de ce que j'ai l'impression que la production théorique anar, elle s'est un peu arrêtée dans les années 30 du XXe siècle, et que depuis on fait plein des expériences, mais d'où la théorisation, c'est-à-dire l'apprentissage à partir de l'expérience concrète et de comment on surmonte les difficultés qu'on a rencontrées. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de travail dialectique. Vous voyez ce que je veux dire? Autant le marxisme du XIXe siècle a été retravaillé par une pensée
ses critiques par le féminisme, par le marxisme noir. Hein. Donc il y a eu un travail de la théorie à partir de ses limites, de ses écueils, de ses points d'aveuglement. Pour le marxisme, le travail a eu lieu. Sur la théorie anard, j'ai l'impression que depuis Makhno, 1926, la plateforme d'organisation de l'Union générale des anarchistes, c'est un peu le dernier texte pour dire bon, comment on fait, il faut s'organiser. Et après, des expériences partout sur la planète. Mais il faut constamment, pour chacun qui se lance dans l'expérience, tout réapprendre. Et on ne travaille plus sur le plan théorique, de manière dialectique, sur ces difficultés. On envoie chacun refaire l'expérience constante de mais en fait, quand je suis dans une assemblée, je me sens pas hyper libre parce qu'il y a la force. Trouver un consensus, c'est quand même il y a une aliénation, hein, c'est-à-dire l'autre fait pression sur moi, l'autre comme groupe assemblé autour de moi. Égalité, pas tellement. On pourra rentrer dans le détail. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que bon, je vous envoie plein de choses en même temps, mais oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y aurait vraiment plein de choses à dire sur cette question du rapport entre l'anarchisme au sens général, disons, comme mouvement social, diversifié par ailleurs, et le rapport à la théorie. Et là, vous me proposez une comparaison avec le marxisme. Ouais. Et donc, mon expérience à moi, évidemment, les milieux anarchistes sont différents en France, en Allemagne, au Québec et aux États-Unis sur la côte ouest, la côte est. Donc, il y a différents milieux anarchistes aussi, c'est pas partout pareil. Mais mon expérience à moi et ma compréhension, par exemple, si je compare avec ce que je comprends des groupes, disons, de tendance plus marxiste-léniniste, maoïste, etc., c'est qu'effectivement, il y a beaucoup moins d'importance du livre et surtout du livre des maîtres. Ouais. Et plusieurs anarchistes, David Graeber, entre autres, ont noté que ce qui est intéressant du point de vue du classement pour les archives et les bibliothécaires, c'est que les communistes, ils sont toujours... c'est des tendances qui réfèrent à un nom. Donc, Ouais. c'est des léninistes, des maoïstes, des guévaristes, des marxistes, mais ça, c'est des auteurs, ça. C'est vrai. Évidemment, ils ont été militants aussi, mais c'est des auteurs. Et bon, on a déjà eu les Proudhoniens, mais c'est rare que les anarchistes se nomment à partir d'un nom d'auteur, c'est des tendances. Ouais. Et généralement, du point de vue de l'université, en tout cas, de la fac, moi, quand je faisais mon doctorat, par exemple, dans mes examens de synthèse, pas très intéressant, mais dans ma formation, je voulais avoir je voulais pouvoir travailler sur la thématique anarchisme. Et mes professeurs à l'université de Vancouver m'ont dit, il n'y a pas de théorie anarchiste, c'est pas sérieux, c'est des pamphlets. Donc peut-être à partir de Marx, la tension Marx, le conflit Marx et les anarchistes, mais les anarchistes, il n'y a pas de théorie. Bah, Donc, quand même, enfin, Bakounine, Kropotkin, on considère que c'est de la... Oui, mais mes professeurs considéraient que c'était pas assez sérieux, quoi. Ah bon? Et donc, D'accord. deux choses qu'on peut répondre à cela. La première, c'est que pour le meilleur et pour le pire, des fois d'ailleurs ça cause des problèmes, depuis en fait la fin du 20e siècle et le début du 21e, beaucoup dans les réseaux anglophones, américains, britanniques, ça commence un peu en France, il se développe en fait une sorte de niche, et je le dis, ça a un double sens, ça a une niche académique sur l'anarchisme. Moi-même, je participe à ce courant-là. C'est beaucoup des universitaires en fait qui ont fait leur doctorat au moment du mouvement altermondialiste. Ils ont souvent été militants-militantes. Ils bénéficient d'une certaine manière, puisqu'il y a un effet de concurrence dans les facultés, dans les universités, d'un déclin évident de la théorie marxiste. Ouais. Et donc, si vous allez du côté des revues spécialisées anglophones, par exemple, là je parle des revues universitaires, des revues savantes, vous avez eu plusieurs numéros spéciaux dans les dernières années dans des revues sur les relations internationales, sur la géographie, en anthropologie, en cultural studies, des revues sur les sexualités, des numéros spéciaux sur l'anarchisme. D'accord. Il y a même des chaires de recherche sur l'anarchisme. D'accord. Financées par le gouvernement. Donc c'est une théorie qui reprend de la vitalité là. Mais ça c'est à l'université. Ouais. Mais moi, si j'étais un militant anarchiste dans un squat, par exemple, je pense que ce que je pourrais vous répondre, je sais pas, mais je peux faire l'hypothèse que ce que je pourrais vous répondre, c'est en fait, il y en a. C'est juste que c'est pas des livres de 300-400 pages, parce que ça, il faut déjà avoir un certain capital culturel, du temps et de l'énergie pour lire ça. Et donc, probablement qu'on pourrait vous répondre, les théories, ça ne se trouve pas juste dans les grands livres. Et en fait, si vous circulez dans les réseaux anards, vous allez trouver plein de brochures, de dépliants, de textes, des fois historiques, des fois contemporains. Des fois, d'ailleurs, c'est même des textes universitaires qui sont reproduits en brochures sous forme plus accessible, etc. Il y a évidemment des vidéos, il y a des sites Internet où, en fait, c'est de la théorie, mais pas sous forme d'un traité de 300-400 pages avec des références à Hobbes, en fait, c'est la forme gros livre qui est Exactement. disqualifiée parce qu'elle construit un auteur. Effectivement, j'imagine, elle recrée une verticalité. En fait. Nécessairement, parce que quand
comme moi, par exemple, qui vient d'une famille quand même privilégiée par rapport aux livres, mon père était éditeur. Donc, pour moi, je suis né autour de livres. Ben, pour moi, tout le monde lit des livres, quoi. Ouais. Mais en fait, c'est une illusion. Ouais. Il y a plein de gens qui lisent pas des livres de 300-400 pages. Et déjà, il y a le problème de l'analphabétisme fonctionnel, même si on est allé à l'école, qui est un vrai problème. Ce qu'on appelle l'illettrisme, oui, je pense. Oui, c'est ça, exactement. Ouais, désolé, vous voyez. Et puis après ça, il y a le temps, l'intérêt, etc. C'est pas des fois quand on est dans le milieu culturel ou le milieu du livre ou le milieu universitaire, on pense que on rentre en librairie ou en bibliothèque puis tout le monde prend un livre sur une tablette et que c'est accessible à tout le monde. Mais il y a une sorte d'illusion, c'est pas vraiment accessible à tout le monde. Et donc je pense que du point de vue de l'anarchisme, puisque l'anarchisme est évidemment contre les hiérarchies et les inégalités, y compris dans le monde intellectuel et culturel, etc. Moi, je pense qu'une bonne réponse, ça serait de dire, on a des théories, mais elles sont sous forme plus accessible. D'accord. Et c'est vrai qu'après ça, c'est frustrant parce qu'il faut réapprendre, mais de toute façon, les solutions ne sont probablement pas dans les livres ou dans les brochures, elles sont dans la pratique, parce que peut-être que la brochure a la bonne solution, mais si ça ne fonctionne pas dans la pratique, je pense que pour des anarchistes militants, c'est plus important que ça fonctionne dans la pratique que ça fonctionne en théorie. Alors, dans la pratique, ce qu'on constate, notamment sur le terrain des regroupements populaires, où de l'agora se cherche, ce qu'on ressent, c'est des formes d'antagonisme entre ce que vous appelez le démos et la plèbe. Le démos, le peuple qui s'assemble pour délibérer, là on est plutôt dans l'assembléisme, on s'assemble, on a des procédures, des rites de prise de parole. Nuit debout, c'était toute une partie de la place de la République. Et puis, la plèbe, ce que vous appelez la plèbe, sans aucune connotation péjorative, c'est le peuple qui se rassemble pour agir. C'est la forme plus émeutière, éventuellement pré-insurrectionnelle. Qui était aussi à Nuit debout, absolument. Et tout ça se côtoyait place de la République avec des tensions extrême, bien sûr, car vous le notez vous-même à la fin. Moi, les dernières pages m'ont absolument passionné. Les assembléistes développent une sorte d'agoraphobie par rapport aux insurrectionnalistes. Et de même, les insurrectionnalistes développent un souverain mépris à l'égard des assembléistes. Souverain mépris, au fond, qu'on retrouve pour ceux d'entre vous qui l'auraient vu dans ce qu'on appelle les appellistes, à nos amis du comité invisible, quand ils disent que la démocratie directe est une affaire d'angoissés, que les procédures de la délibération, au fond, c'est pour ne pas passer à l'action. Donc, ce dont on fait l'expérience, c'est que cette agora que vous présentez sous un seul vocable, agora, super, le peuple assemblé, en réalité est travaillée à l'intérieur par une tension presque insurmontable entre les assembléistes et les insurrectionnalistes, pour caricaturer un petit peu. Et là aussi, ça génère pas seulement de la frustration, mais même, parfois, ça va jusqu'à l'agoraphobie définitive, c'est-à-dire, puisque c'est ça, alors on se retire, on arrête, parce que c'est impossible. Et moi, c'est par rapport à ce genre de frustration et de déception que je cherchais, mais où je vais pouvoir trouver quelqu'un qui aurait pensé déjà ce problème de friction et comment dialectiser, comment on articule ces deux puissances populaires, la puissance de l'Assemblée et la puissance de l'insurrection. Vous voyez, comment répondre aux immenses frustrés, à ceux qui sont devenus agoraphobes, du fait d'avoir vécu les tensions qui déchirent l'agora elle-même. Que leur répondre? Comment les aider? Et qu'est-ce que vous leur répondez? Moi, je ne sais pas quoi répondre. Moi, du coup, mon secours maintenant, c'est plutôt de me dire, il faut combiner horizontalité et verticalité, c'est-à-dire il faut assumer de faire monter l'horizontalité vers les institutions. Moi, je suis du côté des solutions du tirage au sort, par exemple, qui me paraissent à la fois, ça permet de créer de la représentation et en même temps, c'est jamais de la verticalité, de tirer au sort. Ça ne va pas tellement convaincre les insurrectionnalistes. C'est clair que non. Ça convainc les assembléistes, mais pas les insurrectionnalistes. Exactement. Non, mais il y a un gros problème de dialogue. Il y a un gros problème de dialogue maintenant. À moins qu'on tire au sort qui va faire l'émeute. Oui. Ça pourrait être intéressant. Oui, sauf que l'émeute ne peut advenir que par des gens qui ont du talent pour l'émeute. Enfin, il me semble qu'il y a un courage, une détermination qui ne s'improvise pas, qui ne se trouve pas chez le citoyen lambda. Et c'est un peu le problème, justement, qu'on a avec l'insurrectionnalisme, qui exige de tous d'être rejoints. Ne nous regardez pas, rejoignez-nous. Bah ouais, mais moi, je me sens pas capable, quoi. L'altérité n'est pas tellement prise en compte par cette position-là. L'autre, celui qui n'est pas capable, qui n'y arrive pas. Et d'une manière générale, je trouve que les propositions horizontalistes ont un petit problème avec l'altérité. Parce que, toujours, il faut au fond, soit la dissoudre, on va obtenir le consensus, c'est-à-dire à la fin on sera tous pareils. Et si on n'obtient pas le consensus, alors
on fait du séparatisme et on voit la multiplication des groupes non mixtes. Tout à fait. Non mixtes en termes de race ou en termes de genre sexuel. Ou d'intérêt et d'affinité. Ou d'intérêt et d'affinité, voilà, les groupes affinitaires. C'est les commissions, par exemple, ou les... Voilà, tout ça, moi, ça fait partie des immenses frustrations que j'ai éprouvées en pratiquant un peu ces tentatives horizontalistes. Et à chaque fois, je me disais, mais je voudrais que les horizontalistes me répondent sur ça. Comment on fait pour intégrer de l'altérité, pour faire de l'alliance et de l'action commune, alors qu'on est profondément dissemblables? Comment on fait pour ne pas, à la fin des fins, se séparer en groupuscules dérisoires dans leur puissance de feu? Parce que quand on est très peu nombreux, on ne peut pas grand-chose. Vous voyez? J'ai l'impression de venir voir un psychanalyste. mais généralement, le psychanalyste, il n'apporte pas de réponse. Hein. La réponse est en vous. Donc, j'ai pas votre réponse. Ouais. Mais en tout cas, et vous-même, vous ne vous êtes pas trouvé confronté à cette frustration. C'est-à-dire, vous êtes pas seulement un théoricien, vous êtes un praticien de la démocratie directe. Et vous n'avez pas l'air de témoigner du côté de cette souffrance que je rapporte, moi. Ben moi, si je peux témoigner de ma propre souffrance, moi, ma souffrance et ma frustration, en fait, elle est toujours quand je me retrouve dans des organisations que vous appelleriez verticales, où il y a de la délégation, où au final, il y a des gens qui prennent la décision à notre place, et je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait dans ce truc? C'est vraiment absurde. Et des fois, on met tellement d'énergie à des réunions, à des propositions, des contre-propositions, on a des réunions à l'extérieur pour... et là, on est dans le processus et finalement, il y a quelqu'un qui prend la décision et on se dit, mais on a fait... Et après ça, dans une assemblée, des fois aussi, l'assemblée prend pas la décision qui est celle que je veux. Mais moi, ma frustration, elle vient tout le temps de l'autre côté. Et surtout, c'est que par rapport à l'altérité, clairement, l'altérité, évidemment, ça dépend comment on la définit, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que plus un système est vertical, plus il y a de l'exclusion par définition, puisque en haut, ils sont combien dans votre Assemblée nationale en France? 500 et quelques. 500 et quelques, et vous êtes combien d'habitants en France sans compter les sans-papiers? 66 millions. Donc ça fait quand même pas mal de monde exclu, quoi. Donc ça, en termes de groupe d'affinité, l'Assemblée nationale, c'est le groupe d'affinité extraordinaire. En plus, ils ont certaines caractéristiques similaires. Et les décisions qu'ils prennent, c'est incroyable que les décisions qu'ils prennent, ça affecte, ils pensent qu'ils peuvent affecter tout le monde et qu'ils peuvent prendre des décisions avec tout le monde. Donc moi, le problème, clairement, en termes de rapport de force et d'impact sur la vie des gens, etc., et je dis ça vraiment même pas à la blague, à mes amis qui des fois sont scandalisés parce que les féministes, par exemple, se réunissent en non-mixité. Entre c'est vrai que la non-mixité, c'est quelque chose. Mais non, mais c'est pas grave là, ça, elles vont être en non-mixité 3 heures dans la semaine. Tu peux aller faire une sieste, tu peux aller prendre un verre, tu peux aller lire un livre, tu peux aller au cinéma, tu peux faire ton propre groupe. Là, c'est pas grave là. Elles sont en train de réfléchir. Peut-être que quand on va sortir, ça va être grave en fait parce qu'elles ont des choses à nous reprocher, nous les hommes, ou elles ont créé un rapport de force. Mais la non-mixité, dans l'histoire occidentale, les groupes subalternes ont toujours fait ça. Le syndicat, pour moi, c'est de la non-mixité. Dans une assemblée syndicale, on n'invite pas le patron là pour voter avec nous. Ah, on va voter une grève, mais c'est pas gentil, on exclut le patron. Ben non, mais le patron est exclu. C'est les salariés qui sont ensemble. Et les autres sont exclus. Parce que les salariés sont dans un rapport de force avec le patron. Bien sûr. Si vous avez une lutte de locataires contre le proprio, j'imagine bien qu'à un moment donné, les locataires, ils vont vouloir se retrouver ensemble, mais ils vont pas toujours vouloir que le propriétaire soit avec eux, sinon c'est absurde. Bien sûr. Et donc si les femmes sont dans des situations inégalitaires avec les hommes, ben pourquoi les femmes à un moment donné seraient pas ensemble? Et de toute façon, nous, les hommes, on est souvent ensemble, hein. On a plein de lieux de socialisation, bref. Nous, le dernier débat qu'on a eu en France, c'est sur des regroupements non mixtes de racisés. Et ça a suscité une très violente polémique parce que c'était perçu, c'était un regroupement décolonial de racisés. Et le fait que ce soit déclaré comme non mixte a été perçu comme un geste profondément raciste de la part de ceux qui étaient exclus Oui, mais c'est comme si le racisme et le sexisme fonctionnait dans les deux sens, mais c'est des systèmes inégalitaires qui vont d'un sens dans l'autre. C'est pas simplement un concept, le racisme. Dans un système colonial ou post-colonial, il y a une catégorie racialisée, identifiée par la couleur de sa peau, qui a des avantages, qui a des privilèges historiques, sociaux, institutionnels, etc. Et il y en a qui sont privés de ces privilèges-là, plus que c'est des privilèges. Qui sont en situation ils sont dominés, opprimés, exclus, etc. Et donc, quand eux et elles se mettent ensemble pour discuter de leur situation et de leur stratégie et disent, ben, peut-être que ce soir, en fait, on aimerait vraiment être juste entre nous pour parler de notre expérience et développer des stratégies entre nous. C'est pas du racisme contre les autres. Et généralement, dans les mouvements sociaux que je connais, et je pense que c'est un peu la même chose en France, et par ailleurs,
on pourrait argumenter que le séparatisme serait même peut-être mieux, parce qu'ils se font souvent avoir dans les coalitions, mais en fait, dans la réalité, il y a tout le temps des moments de coalition, il y a tout le temps des moments d'alliance, il y a tout le temps un 1er mai ou une grande manifestation unitaire ou un grand événement, la fête de je sais pas trop quelle organisation ou des barbecues ou des journaux, etc., où les groupes, ils se rencontrent avec des articles, des invitations, des panels, etc. Mais il y a des moments, et dans les groupes politiques aussi, je parlais des syndicats, chez les anarchistes, j'imagine, dans la gauche électorale aussi, il y a des moments où le groupe, j'en sais rien, là, moi j'imagine bien qu'il y a des moments où le groupe de Mélenchon, il se retrouve juste avec le groupe de Mélenchon, et que les gens du PS, ils se retrouvent avec les gens du PS, puis ils invitent pas, ils invitent pas les républicains, puis les autres, et donc ça, c'est quoi ça? Ben, c'est des groupes affinitaires, non mixtes, ponctuels, et puis à un moment donné, ils se retrouvent avec d'autres. Et là, après ça, il y a des critères qui choquent, comme la question raciale. Mais là, je pense qu'il faut vraiment aller retourner lire pour nous qui avons la peau, là, je permets de nous associer, là, on a quand même la peau plutôt... oui, on est assez proche de Carnation, ouais. Et donc, plutôt blanchâtre, quoi. C'est la fin de l'hiver aussi. Il faut aller relire, par exemple, un livre, si on n'écoute pas donc les personnes racialisées d'aujourd'hui, peut-être que des fois l'histoire nous convainc mieux. Freedom Summer, par exemple, donc l'histoire de l'été de mobilisation du mouvement des droits civiques aux États-Unis. C'est de qui, Freedom Summer? C'était de McAdam. C'est un sociologue américain, mais ça a été publié sous le nom de Freedom Summer en français par les éditions Agon. D'accord. Il raconte, en fait, les années, on est au début des années 60, c'est le mouvement des droits civiques, c'est l'été où ils vont, en fait, c'est le début de la déségrégation au niveau électoral. Et il y a tout un mouvement pour faire inscrire les Afro-Américains, Afro-Américaines sur les listes électorales. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle les liberals, c'est les progressistes blancs américains des campus universitaires progressistes, Berkeley, etc., ou New York, qui descendent dans les États du Sud pour participer à ce mouvement comme volontaires et donc faire du travail là, vraiment d'organisation associative et dans plusieurs communautés, en fait, après quelques semaines et quelques mois, les Afro-Américains disent non, en fait, ça fonctionne pas. Retournez à Berkeley. Si vous voulez combattre le racisme, allez à Berkeley, parler à vos amis blancs, allez à New York. Et du coup, parler entre blancs. En fait, depuis que vous êtes arrivé, il y a plein de problèmes. Votre parole est plus légitime. En plus, vous avez du capital académique. Il y a des problèmes de jalousie au niveau sexuel, des histoires d'embrouilles, de séduction. Il y a ça fonctionne pas. Parce qu'en fait, puisque les États-Unis sont une société raciste, ben de croire que parce que le blanc est antiraciste, il n'y a plus le jeu du racisme qui vient perturber leur relation, c'est idéaliste, c'est complètement idéaliste. C'est de dire, moi je suis antiraciste, donc... Mais ça ressemble tellement à une défaite, ce moment où on dit bah reséparons-nous finalement, parce que même si t'es antiraciste et moi racisé, en fait on peut pas travailler ensemble pour l'instant parce que le racisme passe à travers nos relations, même à notre insu en quelque sorte. Oui, ça ressemble tellement à un aveu d'échec. Enfin, il y a une sorte de résignation au moment où on se sépare, où on fait cause séparée. Et on a l'impression que donc la cause antiraciste, elle a complètement perdu. Elle n'est pas encore capable de vraiment faire disparaître les rapports de domination qui nous traversent. Vous racontez l'exemple de cette manif féministe, c'est génial. Des femmes, l'homme pro-féministe. Voilà, l'homme pro-féministe qui marche à l'avant du cortège d'une manif féministe et qui veut absolument être là avec sa banderole et son slogan, et la femme qui lui dit non, tu veux pas s'il te plaît aller à l'arrière du cortège? Bah non, je suis avec vous. Bah oui, mais non, parce que si les mecs sont devant, c'est pas le même message. Et le mec comprend absolument pas que alors qu'il l'épouse intellectuellement, philosophiquement, il est à fond sur cette cause-là, et en fait, il est renvoyé à... Non, mais à la fin, il l'insulte. Ah, je me souviens pas. Oui, à la fin, il insulte la féministe, et la féministe dit, donc là, je suis dans une manifestation féministe et je suis en train de me faire traiter de sans-cervelle par un homme qui se prétend pro-féministe. Vraiment, je comprends pas ce qui m'arrive. Ça va pas. Ouais, mais ces moments-là, ça ressemble à... Je sais bien qu'il faut pas les voir comme ça, mais c'est difficile de pas être blessé par le sentiment d'un échec, quoi. Qu'il faille se reséparer pour travailler plus efficacement. Disons, sur la question raciale, là, je nous mets encore dans la même catégorie. Ouais. C'est un échec pour nous par rapport à un idéal ou à notre identité où on se dit, nous, on est antiraciste, disons, j'imagine. Mais peut-être que c'est le moment d'empowerment pour les personnes racisées qui se séparent de nous et qui vont discuter de leurs affaires. Peut-être que quand elles vont revenir, elles ont des trucs pas agréables à recevoir, à nous dire, parce que peut-être que nous, on pense qu'on est antiraciste. Ouais, et peut-être qu'on l'est avec nos patchs et nos livres de Frantz Fanon dans la bibliothèque et tout ça, et qu'on achète de la nourriture équitable ou je sais pas. Mais peut-être qu'en fait, on a plein de comportements intégrés qui sont pas sympas du tout, et qu'en fait, il y a des déséquilibres dans les groupes, dans la prise de parole, etc. Et peut-être qu'elles vont nous dire, ben, ça fonctionne pas, en fait, votre antiracisme.
Bien sûr. Et donc, si on accepte d'avoir une autoréflexion, disons, je dirais sociologique sur nos propres positionnements, en tout cas, moi, clairement, je vais parler pour moi, mais moi, clairement, je vois que à plusieurs égards, je suis dans des positions très privilégiées et je peux pas être partout et à pied d'égalité avec... Maintenant que j'ai un statut de prof depuis quelques années, etc., par exemple, ben, il y a des groupes militants à Montréal. Je vais pas nécessairement aller dans ces groupes militants parce que je sais que ça peut poser des problèmes d'inégalité. Puis même parce que vous êtes perçu comme un dominant, vous êtes de fait un dominant. Même si je vais bien intentionné, il est possible que dans une table de discussion pour des actions militantes, imaginons par exemple, ce qui peut très bien arriver, que j'ai 2-3 militantes qui sont dans mes cours, cette session-là, à qui j'enseigne. Et là, la discussion, elle devient totalement bizarre. Là, si on est en train de parler, d'organiser quelque chose qui va prendre la parole, qui va être le porte-parole du groupe, ben moi, on n'est pas du tout dans un rapport égalitaire. Ouais. Donc là, même si on a des bonnes, même si je pense que j'ai les bonnes valeurs dans ma tête et dans mon cœur, etc., et que ces personnes-là sont par ailleurs fortes de caractère et capables de discuter, mais on est clairement dans un rapport bizarre. Donc, des fois, il faut réfléchir aussi à nos propres positionnements. Et si on reproche aux autres, des fois, de vouloir se retrouver en non-mixité, je pense qu'il faut se demander aussi pourquoi, là je parle pas de vous, je parle de pourquoi on voudrait être tout le temps partout aussi. On n'est pas obligé d'être partout, on peut faire d'autres choses. Bien sûr. À propos d'être partout, c'est vraiment une transition à la noix. Vous évoquiez tout à l'heure les modèles théoriques et pratiques dont vous vous inspirez, le fait que Lordon méconnaît complètement l'anthropologie, en gros, au-delà de l'Occident. Vous travaillez sur plein d'exemples, plein de cas, et vous ne citez jamais l'Euro-Java. L'expérience, alors je me suis demandé, est-ce que c'est une éviction tout à fait délibérée? C'est-à-dire, nous n'avons pas affaire dans l'Euro-Java à une pratique à vocation horizontaliste, ce n'est pas une insurrection libertaire, ce n'est pas... voilà, on n'est pas dans les catégories de la démocratie directe et c'est pour ça que je n'en parle pas, ou bien, si j'aurais pu en parler, mais je me suis pas documentée sur la question. Quelle est votre position? C'est une très bonne question. Et quelle est votre perception de ce qui se passe là-bas? Je me sens pas assez spécialiste sur la question. J'avais le sentiment, moi, que ça relevait d'une démarche plutôt d'une insurrection libertaire, d'une démarche horizontale, et donc plutôt dans la démocratie directe. Mais je me sens pas assez renseignée sur le détail du terrain pour me prononcer. Donc j'espérais vos lumières. Oui. Donc, c'est une très bonne question et il y a deux réponses en fait. La première réponse, et je dis pas que je suis spécialiste de tous les exemples que je donne dans le livre, parce que je pense que j'en donne vraiment plusieurs. J'essaie aussi de décloisonner. Donc, en termes de méthode, là, simplement pour... Donc, il y a des exemples de pratiques de démocratie directe, par exemple, tirés de l'histoire. Évidemment, on parle d'Athènes, mais aussi les Autochtones, les Premières Nations en Amérique du Nord, les Wendat, Mohawk, etc. Je vais aller chercher, par exemple, chez les femmes Igbo en Afrique. Et c'est passionnant. Les communautés, des groupes, des expériences militantes aussi, beaucoup d'expériences militantes concrètes. Dans la mesure du possible, j'essaye quand même de parler de choses, soit que j'ai assez de documentation pour me dire, je vois à peu près de quoi je parle et je parle pas trop à travers mon chapeau, et pour les choses plus contemporaines que j'ai pas étudiées ou en plus dont je parle pas la langue, comme par exemple la situation en Espagne en ce moment où j'ai des propos assez critiques sur Podemos. Moi-même, je ne parle pas espagnol, je suis pas allé sur le terrain, mais j'ai quand même validé mes propres analyses avec des amis et des collègues qui, eux, travaillent. Donc, c'est ma méthode de travail. Donc, tout ça pour dire que du côté des Kurdes, j'ai vu différentes choses. Je sais que en France, il y a beaucoup de discussions. Il y a eu je pense, des soirées organisées, des panels, des invités, etc. Là, il y a une question, disons, je dirais, géostratégique de positionnement. Au Québec, il y a beaucoup moins de liens, beaucoup moins. Je pense on est moins informé, même s'il y a un groupe entre autres de militants et militantes qui travaillent en solidarité avec les Kurdes. Mais on a moins d'informations, on est moins proche. Et là, c'est lié à des réseaux et c'est lié aussi à une proximité géographique, etc. Et donc, ce que je lisais, parce qu'en fait, tout ça, ça arrivait quand j'étais les deux mains dans le cambouis du manuscrit. Tout ça, ça arrivait alors que j'étais en train d'écrire. Et j'avais une sorte de... Je vais le dire, c'est pas gentil, là, mais j'avais une sorte de malaise. J'avais l'impression qu'il y avait une sorte d'opération de séduction
Et je pense entre autres à un texte de David Graeber qui a été invité avec Janet Biel aussi, qui est une des collaboratrices de Murray Bookchin sur le municipalisme libertaire. Ils sont allés faire un tour, là, ils disent, en plus on a été 2 semaines, je pense. Ils ont rencontré une vingtaine de personnes. Et je me dis, peut-être que ce qu'ils nous disent, c'est exactement ce qui se passe. Mais je me rappelle aussi de ce qu'on appelait les villages Potemkin à l'époque de... Je me rappelle, j'étais pas vivant, là, mais dans les années 20... quand j'ai été invité par Lénine. Donc, je me rappelle que dans les années 20, il y avait cette stratégie aussi du côté des bolcheviks de faire venir des intellectuels de gauche et d'extrême gauche de France, des États-Unis, etc., et de leur montrer les grandes réalisations de l'État bolchevique. Bon, ceci dit, au Chiapas aussi, à certains moments, ils font venir des observateurs. Absolument. Et on a hyper besoin de ça. Pour, donc, faire venir un observateur, c'est pas tout de suite un truc à trouver suspect. C'est pour ça que je dis, j'ai dit, je suis pas tout à fait convaincu de ma réticence, mais disons, j'avais comme un doute. J'étais pas convaincu de ce qui était en train de se passer, surtout qu'on était vraiment dans l'actualité. Le Chiapas, là, on a quand même 10 ans de distance, et c'est pas simplement qu'ils ont fait venir des intellectuels sympathiques, mais moi, j'ai des amis, camarades du Québec qui ont été, ils étaient pas observateurs, en fait, ils étaient dans un village pendant 6 mois, dans une cabane, parce qu'ils disaient, avoir un Canadien, ça va nous protéger des interventions de l'armée, etc. Et lui, on lui vendait pas les Chiapas, là, il allait là pour aider, puis là, après ça, il pouvait revenir en disant, oui, ben, ça passe comme ça. Il y a eu beaucoup plus d'études disons, plus développé sur ce qui s'est passé au Chiapas. Il y a des ouvrages, du terrain qui a été fait, bref. Et donc, j'étais dans un rapport où je me disais, il y a quelque chose de bizarre, et donc je vais laisser ça de côté pour l'instant, parce que j'ai tellement d'autres exemples. Et je me dis, dans 3-4 ans, on y verra plus clair. Ça sera plus clair. Et l'autre problème par rapport à cette situation, mais là qui sort vraiment du cadre du livre, c'est que tout ça, c'est dans le cadre présentement de la guerre interminable que l'Occident mène avec des alliés musulmans d'ailleurs, comme l'Arabie Saoudite et d'autres, cette fameuse guerre au terrorisme. Donc, tout ça, c'est quand même lié à cette grande entreprise militaire qu'on mène au moins depuis le 11 septembre 2001, mais en fait, depuis avant. Et j'ai une très grande méfiance envers ce qu'on nous rapporte de positif dans le cadre de cette guerre en Occident. D'accord. Parce qu'il y a une immense construction de propagande pour cliver entre les barbares absolus. Hier, c'était les talibans, aujourd'hui, c'est l'État islamique, demain, ça va être Boko Haram, il va toujours en avoir un autre. Et puis, les héros. Donc, quand les Afghans se battaient contre l'Union soviétique, c'était les Moudjahidines, c'était les combattants de la liberté. C'est bizarre, 10 ans après, c'est exactement les mêmes individus, puis ils sont devenus des monstres. Donc, il y a des renversements de perspectives tout à fait... Saddam Hussein était plutôt un type sympathique quand il se battait contre l'Iran, puis à un moment donné, c'est devenu un monstre. Et puis, l'Arabie Saoudite, c'est nos amis à qui on vend des avions, ben, pas moi, là, mais on vend des avions, etc. Et puis pourtant, donc, toute cette immense guerre interminable... elle provoque nécessairement de la propagande. Il n'y a pas de guerre sans propagande. Là. Je pense pas que c'est quelque chose qui existe. Et donc, je dis pas que c'est complètement du bluff ce qui se passe là-bas, mais ça a ajouté, disons, à ma méfiance. Je me dis, j'ai assez d'exemples, je vais pas... Puis, si finalement j'arrive à être convaincu qu'en fait c'est vraiment bien ce qui se passe là-bas, ben tant mieux, ce sera une bonne nouvelle pour moi. Mais je demande à... Moi, je prends mon temps. Dernière question, pour en finir, on vient de parler des observateurs, la question des observateurs au Chiapas, il y en a qui viennent documenter, on travaille beaucoup à partir des travaux des ethnologues, mais il y a quand même aussi une résistance du terrain des agoras à se laisser documenter. Je pense notamment à Notre-Dame-des-Landes, en France, bon, c'est une expérience extrêmement puissante qui dure maintenant depuis plusieurs années, et il y a à Notre-Dame-des-Landes une réticence immense à se laisser observer par, évidemment, les journalistes qui font le jeu de l'adversaire, mais même y compris par les sociologues, et donc j'imagine aussi les politistes, parce que nous ne sommes pas des objets, nous sommes des sujets, par exemple. Et du coup, ça rend difficile le travail que vous faites, de description, d'analyse et notamment de plaidoyer, par exemple, pour l'extérieur. C'est-à-dire, quand on est agoraphile, il faut documenter ces situations-là. Or, ces situations-là refusent d'être documentées, de devenir un objet. Alors, comment contourner ces difficultés-là et qu'est-ce que vous pensez de cette sorte d'omerta qui peut peser parfois sur les expériences?
D'autant que, j'emploie le mot omerta qui est un petit peu violent, mais dans ce refus de se laisser observer, il y a aussi quelque chose d'une rétention des choses pas belles qui pourraient sortir. Hein, quand il se passe des choses pas très jolies. Oui. Ouais. Il y a aussi une forme d'omerta. Je sais pas si c'est ça. Parce qu'il faut pas servir ça à nos adversaires. Oui, oui. Hein, on va pas laisser sortir le fait qu'on a eu un problème de violence, qu'on a eu un problème de ceci ou de cela. On laisse pas ça sortir parce que c'est bon, on est déjà assez, on a assez d'ennemis comme ça, on va pas leur donner le fouet pour nous battre. Ce dernier argument, je l'ai pas entendu. Je dis pas qu'il est pas énoncé, mais exprimé, mais je l'ai pas entendu. Mais je pense que moi, généralement, les deux façons dont le problème est formulé, ça revient à la question de la théorisation tout à l'heure. C'est une sorte de division du travail qui est liée pas seulement à du travail, mais aussi à des privilèges et des ressources, etc. Ou des militants et militantes. Je suis pas à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, donc je peux pas parler pour eux, mais j'imagine que ça doit être probablement quelque chose comme ça qui les rend méfiants. Mais en tout cas, je vais parler de mes expériences, disons, au Québec, puis aussi en France dans les années 2003-2005, quand je suis venu faire du terrain chez les anarchistes ici, mais je militais aussi en même temps sur le Black Bloc. Donc, il y a cette question, évidemment, ça revient à la question des inégalités institutionnelles et structurelles et de ressources et de privilèges. C'est qu'est-ce qu'il fait, lui, à faire son master ou son doctorat ou être prof d'université avec un salaire ou un projet de carrière. Et nous, on est en train d'éplucher des patates, de vider la toilette sèche, etc. Puis là, à 5 heures, il veut prendre une bière et faire son entretien, puis après ça, il s'en va. Donc là, effectivement, je pense que d'un point de vue, disons, réellement égalitariste, il y a un problème. Et c'est sûr que si on était dans une société réellement égalitaire, l'université, soit elle serait totalement repensée, soit probablement elle serait brûlée et l'enseignement et le savoir seraient pensés complètement autrement. Parce que l'université est un espace où moi j'ai plutôt du plaisir et je fais des choses que moi je trouve intéressantes, mais évidemment on pourrait tout repenser ça autrement parce que c'est pas égalitaire par définition. Et donc ça c'est le premier argument. Donc il n'y a pas grand-chose à répondre. Hein. Oui, effectivement, c'est effectivement ce qu'on fait. Et puis après ça, on part avec un livre. Puis le livre est à la librairie. Et puis on peut avoir quelqu'un qui va nous proposer de nous donner 1h30 d'antenne et tout. Donc il y a du privilège. Il y a des gratifications symboliques qui et pendant ce temps-là, eux, ils sont en train d'éplucher les patates et de vider la toilette sèche et de faire leur truc, quoi. Donc là, effectivement, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Et c'est un fait objectif, je pense, et on peut entendre ça. Et c'est pas juste les anards, il y a des féministes radicales, des écologistes radicaux, tout ça qui disent il faut faire attention parce que là, on n'est pas des rats de laboratoire. Et puis, il y a aussi la question qu'ils sont, on le sait très bien, évidemment, ils sont déjà pas mal surveillés. Et donc, à quoi ça sert tout ça? Et puis, qu'est-ce qui sort? Et donc là, c'est pas juste la question de est-ce qu'on va révéler des choses pas à la hauteur de leur idéal, mais aussi est-ce qu'on donne des informations qu'ils veulent pas qu'on donne, parce qu'il y a des enjeux de sécurité concrètes, il y a de la police, là, c'est pas... Et donc, par exemple, là, dans ce livre-là, ça se pose pas réellement, mais par exemple, évidemment, dans le livre que j'ai écrit sur les Black Blocs, le livre que j'ai écrit sur les Black Blocs, je pense, je l'ai regardé dans tous les sens, j'ai lu entre les lignes, etc. Je pense qu'il y a rien qui peut incriminer quelqu'un, un individu. Je dis, il y a eu une émeute à Seattle le 30 novembre 99, ben c'est bon, la police sait qu'il y a eu des vitres fracassées. Donc j'ai travaillé et moi, j'ai fait des entretiens avec des gens qui me disaient avoir participé à des Black Blocs. Dans mes entretiens, je leur demandais pas combien de vitrines t'as fracassé. C'est pas ça qui m'intéressait. Je voulais pas avoir, de toute façon, je ne voulais pas avoir cette information-là. C'était pas ça qui m'intéressait. Je voulais avoir, c'est quoi votre logique politique, vos justifications, votre perception du capitalisme, de l'État, de la police, etc. Dans quel univers mental de référence politique j'essaie et donc, je pense, disant cela, que ce qui me permet aussi d'entrer en discussion et en échange avec des militants, militantes, pas tous d'ailleurs, il y en a qui disent non, on veut pas participer à ça, c'est que je le dis de toute façon, c'est pas un secret, j'ai aussi un pied dans des expériences militantes, et donc, des fois, j'ai aussi épluché des patates et fait des tâches comme ça, peut-être pas suffisamment, mais en tout cas, je participe aussi à des groupes militants. Et donc, ce dont je parle, c'est aussi ce que je fais, quoi. Je suis dedans. Je dis pas que je suis leur porte-parole, évidemment, je suis pas le porte-parole de personne, mais clairement, je suis sympathisant ou même participant. Donc, ça aide, évidemment, et je suis pas ça
pour écrire des livres. J'étais militant avant d'écrire des livres, puis après ça, à un moment donné, par ailleurs, j'ai fait un choix de carrière universitaire, donc j'ai écrit des livres aussi maintenant là-dessus. J'étais militant dans des groupes antiracistes, par exemple, de sensibilité anarchiste ou des groupes contre la brutalité policière avant de penser que j'allais faire des livres sur ceci ou cela, quoi. OK. Et donc, ça, c'est sûr que ça permet la discussion. Ça permet l'échange parce que ça fait partie aussi de... Je fais partie quand même de la famille, même si dans une famille, tout le monde n'est pas toujours en bon terme. Eh ben, merci beaucoup, parce que ça vous permet, du coup, de nous rapporter énormément de pensée, de stimulation intellectuelle, de nourriture pour nos idées politiques et peut-être notre avenir. Donc, je vous recommande La peur du peuple. C'est passionnant, plein d'exemples, plein de réflexions. Merci beaucoup, Francis. Merci à vous, vraiment beaucoup. Pour cet entretien. Et je vous dis bonne lecture et puis à très bientôt pour un prochain Dans le texte. Salut.